tous, bienvenue dans notre live chat crypto-monnaie avec mon collègue Gilles Quastio. Bonjour Salim. Gilles spécialisé dans les banques, les fintech et la crypto-monnaie. Il vient d'ailleurs d'écrire un chouette bouquin sur les crypto-monnaies, on en reparlera après. Il paraît aujourd'hui. Il paraît aujourd'hui, à ce qui paraît. À ce qui paraît, ouais. Non, je te le confirme. Et moi c'est Salim, je travaille au service marché et je réalise aussi des podcasts sur les nouveaux investisseurs. On a déjà reçu pas mal de questions, donc on va tout de suite rentrer dans le sujet. Podcast tracker, hein, on conseille à tous les spectateurs aujourd'hui. Merci Gilles, je te remettrai les Luna que je t'ai promis. Attention, les Luna c'est dangereux. Alors, on a une question ici de Camille qui demande si on peut lui expliquer exactement la blockchain et comment elle est faite. Donc, le chat dure une petite heure, on n'aura pas le temps sur une petite heure de tout expliquer à Camille. Alors, on va faire notre maximum quand Mais même. on va faire le max, ouais. Alors on commence directement dans le vif du sujet, donc la blockchain, c'est ça? La blockchain, Alors, chaîne de blocs en français. Chaîne de blocs, hein, c'est vraiment la technologie qui soutient l'ensemble des crypto-monnaies, hein, c'est la technologie de base du Bitcoin et de toutes les cryptos. Et donc la blockchain, c'est quoi? La chaîne de blocs, hein, comme tu disais, c'est un registre en ligne partagé par l'ensemble des utilisateurs et sur lequel on va inscrire petit à petit toutes les transactions en crypto-monnaie. Donc on peut retrouver toutes les transactions en Bitcoin depuis l'origine du Bitcoin, il y a une douzaine d'années. On va les retrouver sur ce registre en ligne, donc c'est quelque chose de très transparent. Alors quand on dit qu'on retrouve les transactions, on retrouve les montants et on retrouve les moments où les transactions ont été faites, mais on ne va pas retrouver par contre les personnes qui ont fait ces échanges sur la blockchain. Alors on dit que la blockchain c'est une technologie très très sécurisée, on dit même qu'elle est quasiment infalsifiable parce que justement elle est partagée par l'ensemble de ses utilisateurs, par la communauté d'utilisateurs. Il faut aussi préciser que la première blockchain de l'histoire, c'est celle du Bitcoin, qu'elle a été créée au sortir de la crise financière de 2008 et qu'après, ce n'est pas que les crypto-monnaies qui utilisent ce type de technologie. Maintenant, on le voit dans la logistique, on le voit dans plein d'autres applications. On va aussi en reparler. Voilà, par exemple, des contrats intelligents qui vont fonctionner de manière automatisée grâce à cette blockchain. Alors, on va enchaîner avec... on a beaucoup de questions et il faudrait que je les pose dans l'ordre dans lequel elles sont. Mais là, j'ai une question arrivées. pour toi, Salim. Quelle est la meilleure des crypto-monnaies dans laquelle investir? Alors, la meilleure des crypto-monnaies, c'est... Et non, ça, je peux pas vous dire. C'était le que gros je rappelle, suspense de Salim. Je reste un journaliste, je ne suis pas conseiller en investissement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plus ou moins 19 000 crypto-monnaies différentes. La plus dominante, c'est le Bitcoin. C'est plus ou moins plus de 40% du marché crypto-monnaie, il est accaparé par le Bitcoin. La deuxième, c'est l'Ether, et là on est plutôt autour des 20%. Et après, il y a autant de blockchain, et donc de projets de crypto-monnaie, que d'individus qui les créent. Il y en a, ils sont motivés par un travail sur l'écologie, il y en a, ils sont motivés par l'appât du gain. Il y en Un a... projet sur les jeux vidéo, par exemple. Voilà, C'est ça. Il y a un petit peu la crypto de tous les domaines d'activité, je dirais, aujourd'hui, qui sont un petit peu développés. Chacun a aussi un petit peu son petit marketing, hein, quelque part. C'est ça. Et alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est pas quelle est la crypto-monnaie dans laquelle il faut investir, mais c'est plutôt quel est le projet de blockchain qu'il y a derrière cette crypto-monnaie qu'on me présente. Et donc, renseignez-vous, informez-vous. Ici, à Bruxelles, il y a un écosystème crypto qui se développe à une vitesse hallucinante. En Belgique, à Gand notamment, dans d'autres villes wallonnes, il y a aussi des projets crypto, donc renseignez-vous. Le mieux, c'est d'aller vraiment trouver ces développeurs, ces gens qui sont un peu derrière, et parlez-leur avant de mettre votre argent dans ce que vous voyez placé dans les réseaux sociaux. On rappelle aussi tout de suite que c'est des investissements extrêmement risqués dans la crypto-monnaie. On peut perdre tout quasiment du jour au lendemain. On l'a vu d'ailleurs récemment, tu parlais du Luna. Voilà, le Luna aujourd'hui, c'est une de ces crypto-monnaies dont on n'a peut-être pas beaucoup entendu parler ces derniers temps. Enfin, avant le crash, maintenant il a crashé et elle vaut quasiment plus rien. Donc voilà, il faut faire très attention parce que on dit traditionnellement que ce qu'on investit dans la crypto-monnaie, il faut être prêt à perdre quasiment l'intégralité de sa mise. C'est un secteur extrêmement volatile, donc il faut être très prudent. J'ajouterais qu'à l'inverse, donc on donne le même conseil pour le marché action, les obligations. N'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement.
dans le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui n'est toujours pas régulé non plus, contrairement au marché action. Et donc là aussi, faites attention. Peut-être pour donner des chiffres. Bon, quand tu disais c'est pas régulé, ça veut dire qu'en fait les autorités de contrôle du secteur financier, aujourd'hui elles ne s'occupent pas du secteur des crypto-monnaies, elles s'occupent du secteur financier traditionnel, du marché des actions par exemple, mais tout ce qui est régulation, du coup contrôle des échanges de crypto-monnaies, ils considèrent que c'est pas leur domaine. C'est ça. Et alors, on va peut-être vous donner des exemples chiffrés. Vous connaissez tous Matt Damon, tu vois c'est qui, hein? Ouais, Matt Damon, comment s'appelle Born Identity? Un truc du genre, ouais. Moi, j'aimerais bien prendre l'exemple de la pub qu'il a fait pour la plateforme crypto.com. Donc, elle est apparue fin octobre. Il faut savoir que le record du marché crypto-monnaie, on l'a atteint 2 semaines après. Donc là, on parle d'un bitcoin à 68 000, 69 000 dollars. Le record, c'était en novembre dernier. C'est ça. Et au moment où la pub de Matt Damon sortait, le bitcoin était plutôt autour des 60 000 dollars. Donc si vous aviez investi 1000 dollars à ce moment-là, ou 1000 euros à ce moment-là, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec 480 euros, 480 dollars. C'est pas cool. Fallait pas écouter Matt Damon. Fallait pas écouter Matt Damon. Il y en a qui ont peut-être investi bien avant lui. Donc voilà, concrètement, en novembre dernier, vous mettiez 1000 euros. Aujourd'hui, vous avez moins que la moitié de cette somme-là. Qui s'est... À l'inverse, si on avait investi 6 mois avant, on pouvait faire des gains importants. Donc voilà, il y a vraiment une volatilité énorme sur ce marché. Certains gagnent de l'argent, mais du coup, il y en a aussi qui en perdent. Je rappelle que la chance sourit aux audacieux, c'est ça? C'est ça aussi, mais il faut être prudent quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, justement, on parlait de Tracker, ton podcast, Salim. Ouais. Alors, il y a un des membres du chat là qui dit qu'il écoute le podcast avec attention et il se demande s'il y aura bientôt un épisode sur les cryptos. Ah, super. Donc pour le moment, toutes les semaines, on rencontre un investisseur individuel dans le podcast Tracker et on est au 10e, là, le 10e est sorti ce matin. Et pour le moment, on a eu une intervenante qui nous a parlé de ses premiers pas en crypto-monnaie. C'est l'épisode 3. Et donc, c'était vraiment le début pour elle. Et la semaine prochaine, on a un couple qui vient. Eux, ils sont beaucoup plus confirmés en crypto-monnaie. Ils sont là depuis longtemps, 2017, je pense. Et l'angle sur lequel on va aborder notre rencontre avec ce couple, c'est que récemment, ils ont été dans un grand supermarché acheter un aspirateur avec leur carte Visa qui est reliée à leur compte crypto-monnaie. Et donc, ils nous ont expliqué, on a déjà fait l'enregistrement, ils nous ont un petit peu expliqué cette carte magique qui, d'un jour à l'autre, grossit ou se réduit à presque rien du tout. Voilà, on mettra le lien évidemment dans le chat vers tes podcasts, Salim. Alors, on a d'autres questions peut-être? En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est pas forcément des questions, c'est plutôt des posts parfois un peu énervés parce qu'ils mettent des majuscules ou plein de points d'exclamation. Et par exemple, on aime bien les gens énervés, nous ici. Oui, mais c'est légitime pour certains. On n'investit pas dans les crypto-monnaies, dans les crypto-actifs, on spécule. Si certains ont fait des gains fabuleux, vantés en exemple partout, cela implique que d'autres ont fait des pertes colossales. Ici, acheter des crypto-monnaies, c'est pour espérer gagner beaucoup d'argent avec les mouvements irrationnels du Bitcoin et de l'Ether. Ça serait nécessaire de revenir aux fondamentaux de l'investissement responsable et de démystifier, 3 points d'exclamation. Voilà, alors effectivement, il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés par les cryptos et qui considèrent que c'est uniquement de la spéculation. Alors ça fait partie du marché aujourd'hui, il ne faut pas être naïf. Il y a énormément de fièvre spéculative. Alors là, dernièrement, le marché est plutôt en train de s'écrouler, donc il y a pas mal d'investisseurs qui ont quitté le marché de la crypto. Mais voilà, c'est vrai que quand on dit qu'il y a des gens qui font des gains et qui du coup font pas mal de com dessus, je pense qu'on a tous vu passer des petites vidéos sur YouTube ou on suit peut-être des gens sur Twitter ou sur les réseaux qui font état de leurs gros gains en crypto-monnaie. Alors s'il y a des gens qui gagnent, c'est vrai, c'est la vérité, mais il y a aussi des gens qui perdent s'ils ont placé au mauvais moment, mais surtout s'ils ont revendu au mauvais moment. Alors voilà. Quand on parle beaucoup du Bitcoin, c'est généralement quand c'est quand il y a une grosse flambée, comme par exemple en novembre dernier, quand on a atteint, on le disait là tout à l'heure, les 68 000 dollars. Donc certains se disaient que voilà, c'était la fête, que ça allait continuer pendant des mois et des mois. Mais on sait que sur un marché hyper volatile comme ça, à un moment donné,
il y a un reflux, et ça n'a pas manqué. Et voilà, aujourd'hui, on est plutôt dans cette phase de repli, et les gens qui ont investi au moment où il y avait cette fièvre un petit peu spéculative, et qui aujourd'hui ont peur, hein. On connaît ces mécanismes, hein, le panic sell, on panique un petit peu, on se dit ça n'arrête pas de descendre, ça va plus rien valoir bientôt, donc je revends même si je fais une perte, tant pis. Voilà, bah, d'autres vont peut-être se dire c'est plutôt le moment de temporiser, on va attendre que ça revienne. Voilà, ça, on va de nouveau pas donner des conseils en investissement ici, mais c'est vrai qu'il y a différents comportements sur le marché qu'on peut voir, et c'est vrai que c'est un marché hyper volatile et hyper risqué, hein, ça, c'est clair. Oui. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que quand nous on rencontre des investisseurs un peu plus confirmés, qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, bah déjà ils paradent pas, ils fanfaronnent pas en général, Ils et ne postent pas des photos de leur c'est ça, Lamborghini. c'est ça, et ils attirent notre attention sur le fait que par rapport aux investissements plus classiques, eh bien, il faut avoir les reins beaucoup plus solides. Il faut vraiment ne pas regarder l'évolution heure par heure, jour par jour. Il y a ça. Euh, Aussi, quand on pose la question, c'est aussi parfois, moi je rencontre des jeunes, beaucoup, qui pensent qu'en mettant 1000 euros lundi, mardi, ils vont avoir 1800 euros. Donc, ça, c'est déjà un raisonnement biaisé qu'il faut enlever. Et donc, encore une fois, renseignez-vous sur le projet de crypto-monnaie derrière. Il y a des charlatans, il y a des projets valables, il y en a qui émergent. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Euh, Maintenant, ce qu'on voit le plus, c'est les gens qui affichent leurs gains, et ceux qu'on entend moins, bah, c'est les gens qui sont rentrés à 68 000 et qui attendent que le Bitcoin revienne à ce niveau-là. Bah, il y avait justement une question sur le Luna, hein, comme ça nous permet de parler de l'actualité aujourd'hui, de ce reflux, hein, vraiment un marché qui est fortement en baisse. Et une des explications qui ont été données, en tout cas récemment, à cette baisse du marché, c'est cette fameuse crypto-monnaie, le Luna. Salim, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le Luna? Eh bien, le Luna, c'était un stablecoin, donc une crypto-monnaie dont le cours est normalement adossé à une devise comme le dollar, l'euro, seulement que dans le cas du Luna, il était adossé à une autre crypto-monnaie. Et donc, il y a eu des problèmes dans cette autre, pour simplifier, dans cette autre crypto-monnaie. Voilà, il y a deux crypto-monnaies, il y a le Terra et le Luna. Alors le Terra, c'était ce stablecoin, et le Luna qui dépend de ce Terra, qui a un petit peu décroché. Donc on a un peu découvert le pot au rose finalement, que ces fameux stablecoins qui étaient censés être plus stables que les crypto-monnaies traditionnelles, bah, ne l'étaient pas au final, puisqu'elle a décroché, comme tu disais, par rapport au dollar. C'est ça. Voilà, qu'est-ce que ça dit sur ces stablecoins finalement? Bah déjà, prenons aussi encore un peu de recul et faisons la comparaison avec des choses qu'on connaît peut-être un peu mieux. On a eu, il y a quelque temps, une entreprise cotée à la bourse de Francfort qui s'appelle Wirecard, qui était au centre d'un scandale parce qu'elle avait audité des comptes et en maquillant certains aspects négatifs de ces comptes. Ça s'est découvert via un investisseur activiste. Et puis, l'action Wirecard a complètement explosé. Mais toutes les banques qui étaient exposées à cette société ont aussi été victimes de pertes. Et c'est ce qu'on a un petit peu constaté sur le marché des cryptos, que les déboires de Luna ont amplifié cette peur que tout s'effondre. Et donc, il y a pas mal de cryptos qui ont affiché des pertes beaucoup plus importantes que d'habitude. Sur le marché, il y a vraiment une corrélation entre les différents actifs, hein. Alors, traditionnellement, ce qu'on dit, c'est que c'est un peu le Bitcoin qui dicte le marché, hein. Comme tu disais tout à l'heure, c'est entre 40 et 50% du marché, c'est-à-dire entre 40 et 50% des investissements dans les cryptos vont dans le Bitcoin. C'est-à-dire, dès que le Bitcoin commence à décrocher, commence à décoller, on voit assez rapidement une corrélation des autres crypto-monnaies qui vont aussi monter un peu dans son sillage, pas exactement de la même façon, mais il y a vraiment une véritable corrélation. Alors ici, ce qui est étonnant, c'est que c'est une autre crypto-monnaie que le Bitcoin, qui était vraiment moins connue, hein, avant qu'on en parle, qui est ce Terra qui est adossé au Luna, qui a commencé à décrocher. Et là, on a vu un impact de cette chute-là sur le Bitcoin. Alors après, c'est une des explications parmi d'autres, évidemment, parce que voilà, il y a aussi d'autres facteurs un peu plus exogènes, hein, qui vont pouvoir expliquer la chute du marché. On sait qu'il y a aussi une corrélation par rapport au marché traditionnel, hein. On voit ça souvent, voilà, le marché des actions, le marché boursier, quand il se porte un peu moins bien, souvent on voit que du côté des crypto-monnaies, il y a aussi le même type
d'impact. Alors c'est beaucoup plus fort sur le marché des cryptos parce qu'il est beaucoup plus volatile, mais actuellement sur le marché boursier c'est pas la fête, hein. Et on voit que sur le marché des cryptos non plus. Donc il y a aussi une corrélation qu'on peut voir là-dedans, et c'est sans doute lié aussi au fait que voilà, les investisseurs aujourd'hui, ils ont peut-être un appétit au risque qui est un peu moins important, parce qu'on connaît les problèmes de l'inflation. Voilà, on a un petit peu moins d'argent peut-être à disposition. Il y a les taux d'intérêt qui sont en train de remonter aussi, et donc ça a peut-être un impact sur les marchés plus risqués, comme le marché des actions, mais aussi le marché des crypto-monnaies. Peut-être des investisseurs qui se retirent en se disant que c'est pas forcément le moment d'investir dans des produits risqués. C'est ça, ouais. Donc quand on voit vraiment la courbe du marché crypto et la courbe du Nasdaq, elles sont, le Nasdaq, l'indice technologique à Wall Street, elles sont vraiment dans la même direction. Maintenant, le marché des crypto-monnaies est très jeune, une dizaine, quinzaine d'années, et encore plus jeune avec ce montant qui dépasse les 1000 milliards de capitalisation. On a presque atteint les 3000 milliards quand le Bitcoin était à son record. Donc ça veut dire 3000 milliards de dollars qui sont investis dans les crypto-monnaies. Donc c'est quand même pas négligeable. Pas négligeable quand on sait que les plus grosses sociétés du monde, Apple, Microsoft, Saudi, Aramco, dépassent les 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Mais ce que je veux dire par là, faut faire aussi attention à toutes ces analyses où on essaye de montrer que des analyses techniques, comme on dit, que une chute de tel marché va créer une opportunité d'achat et tout ça. Voilà, faites gaffe, surtout si vous ne maîtrisez pas ce type de langage et si vous ne maîtrisez pas l'analyse technique. Voilà, il y a justement une question sur ces analyses techniques un petit peu. Alors, quelqu'un qui dit, voilà, lorsque, c'est Benjamin, j'entends des analystes parler de Bitcoin, analystes entre guillemets, j'ai l'impression d'entendre la météo. Aujourd'hui, ça monte, demain, ça baisse, peut-être plus chaud, peut-être plus froid, sans réelle base d'explication autre que l'offre et la demande. Eh bien, peut-être pour lui répondre, on peut parler de Goldman Sachs. Oui, je vois qu'il y a pas mal de messages qui nous disent de parler plus fort, donc on va parler un peu plus près de nos micros. Un message de Nicolas. Et donc, on peut aller voir un petit peu ce que dit Goldman Sachs, qui est une banque d'affaires très connue à Wall Street. Pour caricaturer, il y a 4 ans, elle disait oh non, le Bitcoin, c'est n'importe quoi. Il y a 3 ans, elle disait ouais, bon, c'est n'importe quoi, mais on sent que les gens sont intéressés. Il y a 2 ans, elle disait oui, mais bon, là, il y a quand même des grands noms de Wall Street qui commencent à acheter du Bitcoin, il faudrait peut-être s'y intéresser. Et l'année passée, elle a dit, en fait, le Bitcoin va atteindre les 100 000 dollars. Donc, elle a joué vraiment, elle a complètement changé son fusil d'épaule. Et pour répondre vraiment à la question, l'analyse financière, l'analyse technique, c'est des concepts qu'il faut d'abord maîtriser pour les comprendre. Donc si vous ne les maîtrisez pas, ne vous faites pas influencer par ce type de données. Et d'autre part, encore une fois, revenez vers les gens qui sont derrière les projets. Ils sont disponibles, ils sont accessibles. C'est des gens qui en général viennent de l'univers technologique. C'est des développeurs, des designers, des gens qui sont ultra présents sur les réseaux sociaux. Ils envoient des newsletters. Donc communiquez avec eux. Rendez-vous au cœur de leur blockchain, et après vous allez vous-même vous rendre compte de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Voilà, la difficulté évidemment sur ce marché, c'est que contrairement au marché des actions traditionnelles où maintenant c'est quelque chose d'établi, il y a des analyses financières, il y a des banques qui proposent des produits avec des gens qu'on peut rencontrer qui vont un peu essayer d'expliquer dans quoi on investit. Par contre, dans les crypto-monnaies, comme c'est un marché qui est jeune, qui est immature, comme on le disait, on se retrouve face finalement à des informations qui viennent essentiellement des réseaux sociaux. Hein, on est d'accord, Salim? Et donc parfois il y a à boire et à manger, quoi, on va dire, là-dedans. Et effectivement, ces analyses techniques avec des graphes extrêmement compliqués, parfois ce sont des gens sérieux qui le font, et parfois ce sont des escrocs finis qui envoient absolument n'importe quoi, mais qui arrivent à générer une communauté suffisante pour peut-être avoir une influence aussi même sur le marché et proposer des produits qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais sur lesquels ils vont avoir une certaine influence. Alors certains aiment ça aussi d'ailleurs, parce que c'est un peu, ça fait partie du risque
du marché des cryptos, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention. Et c'est encore difficile aussi pour nous de dire, ben voilà, telle personne, c'est un bon prescripteur de crypto-monnaie, et telle personne, par contre, il faut se méfier, parce qu'il y a tellement d'informations qui est disponible aujourd'hui en ligne et sur les réseaux. Donc voilà, la seule chose qu'on peut dire, en tout cas pour l'instant, c'est encore d'être assez prudent, essayer de comprendre un maximum, effectivement, les projets, peut-être voir d'abord les projets les plus établis, comme le Bitcoin, l'Ethereum, les grosses crypto-monnaies, essayer déjà de comprendre comment fonctionnent celles-là, avant de s'intéresser à des crypto-monnaies qu'on dit plus exotiques, qui ont parfois une capitalisation très faible et sur laquelle la volatilité va être encore plus importante, et peut-être l'influence aussi de ces fameux comptes de réseaux sociaux va être de plus en plus forte. Et alors peut-être juste deux choses qui nous reviennent beaucoup des gendarmes des marchés européens, belges, américains. C'est, comme tu disais, Gilles, beaucoup d'infos circulent sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de détenteurs de crypto-monnaies font confiance à des stars du foot, du cinéma. Donc, parfois, il y a un projet solide derrière. Parfois, il n'y a que du vent derrière. Ça, c'est quand même, il faut quand même le dire. Même mademoiselle Kardashian est au cœur d'escroqueries. Il y a des gens, ils profitent de l'aura de ces jeunes. Par exemple, Nabila, de la télé-réalité, il y a quelques mois ou quelques années, elle avait été aussi épinglée par le gendarme français du secteur financier parce qu'elle promotionnait sur Instagram des produits qui s'avéraient être des produits assez douteux. Donc c'est vrai que voilà, même des prescripteurs de ce type-là, qui ont quand même des grosses communautés, faut malgré tout faire un petit peu attention et se méfier. Et la deuxième chose, donc sur les réseaux sociaux, c'est ultra à la mode et ça va beaucoup plus parler aux petits jeunes, aux ados, c'est cette histoire de sponsoring. En fait, on vous envoie comme ça, mais tiens, tu connais pas cette crypto-là? Ben viens, prends 10 machins brol, et moi, en fait, je vais te parrainer et tu vas recevoir 3 machins brol en plus. 3 crypto brol en plus. Donc là aussi, faites gaffe, c'est pas un jeu, quoi. Voilà. Alors on va revenir à une question peut-être plus basique. Non, t'en avais une bonne là? Allez, vas-y. Tu pourrais faire le lien. Je la garde pour après. Comme ça, on peut profiter de ta science, vu que tu suis le secteur bancaire. Comment ça se passe avec les banques? Qu'est-ce qu'elles font? Alors aujourd'hui, c'est vrai que les banques, elles sont très méfiantes par rapport aux crypto-monnaies, parce qu'il faut rappeler peut-être la philosophie de base du Bitcoin. C'est quoi? C'est vraiment un projet contestataire du monde financier traditionnel. C'est un projet qui va se placer quelque part contre les intermédiaires traditionnels du secteur, que sont les banques, mais aussi les États et les banques centrales qui sont chargés d'émettre la monnaie. Qui est chargé des échanges financiers aujourd'hui? C'est les banques. Et donc, tu rappelais tout à l'heure que le Bitcoin est apparu juste après la crise financière. C'est très important parce que justement, c'est à ce moment-là qu'on a vu un peu les excès des banques qui ont proposé des produits dans lesquels les investisseurs ont placé de l'argent et qui se sont révélés être assez foireux. Et donc, à l'époque, le Bitcoin est apparu un petit peu comme une nouvelle façon de faire des échanges en dehors du système financier traditionnel, c'est-à-dire via la communauté d'utilisateurs. Donc c'est une monnaie virtuelle qui est décentralisée. Quand on dit décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisme central qui va la réguler, comme un État ou une banque centrale, mais que c'est la communauté d'utilisateurs qui va gérer ses propres échanges. Et quelque part, certains pensent que le Bitcoin pourrait devenir la monnaie d'Internet, si tu veux, donc créer un nouveau monde numérique dans lequel les échanges se feront via le Bitcoin. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, évidemment, les banques qui ont été un petit peu mises de côté, qui sont contestées par ce fameux Bitcoin, elles se méfient forcément de ce projet. Et du coup, aujourd'hui, les gens qui investissent dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies, et qui essayent de rapatrier leurs fonds en euros pour pouvoir les utiliser pour acheter des biens et des services, ils se confrontent à des difficultés parce que les banques, elles n'aiment pas trop ça, quoi. Et donc, elles bloquent assez souvent les rapatriements de Bitcoin sur des comptes bancaires traditionnels. Donc voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques, elles sont méfiantes par rapport à ça, mais le discours, il est quand même en train de changer. Moi, dès que je rencontre des banquiers, je leur demande ce qu'ils font sur la crypto. Pour l'instant, ils ne veulent pas proposer de produits de crypto-monnaie parce que c'est un monde dérégulé, il n'y a pas la régulation nécessaire, mais ils disent tous que quand les règles seront plus établies,
Ils vont commencer à y réfléchir. Parce que, quelque part, il y a aussi de l'argent qui est en train de dévier, qui ne rentre pas dans les banques, qui ne rentre pas dans les produits d'investissement traditionnels et qui vont vers la crypto-monnaie. Donc, les banques, quelque part, elles espèrent peut-être dans les prochains mois, dans les prochaines années aussi, récupérer cet argent en proposant eux-mêmes des produits crypto. Ça pourrait aller beaucoup plus vite qu'on pense. Il y a certains banquiers qui m'ont parlé, même d'ici la fin de l'année, de créer déjà des comptoirs de crypto en leur sein. Donc ça pourrait être intéressant. On sait qu'il y a des régulations qui arrivent, notamment au niveau européen, une directive européenne qui est en préparation, mais aussi au niveau belge. On commence à réguler les plateformes crypto qui doivent avoir maintenant un enregistrement, un agrément de la part de la FSMA qui contrôle le secteur financier. Donc on voit que les choses progressent et peut-être que prochainement on verra les banques proposer aussi de la crypto. J'imagine aussi, tout à l'heure je vous parlais de l'environnement crypto, l'écosystème crypto. J'imagine aussi que les banques, elles voient arriver des gens qui font leur job avec le côté juridique par exemple, avec la comptabilité, avec plein d'aspects qui sont négligés encore par les établissements bancaires, mais il y a des jeunes qui s'y engouffrent et qui en font leur métier, et c'est une réelle activité. Oui. Voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment un secteur économique qui est en train de se développer aussi autour de la crypto-monnaie. Il n'y a pas seulement... il y a des plateformes d'échange de crypto-monnaies qui sont en train de se créer. Il y en a une en Belgique qui s'est lancée. Il y a aussi des entreprises qui s'occupent de la sécurisation des transactions, de créer des portefeuilles sécurisés pour les crypto-monnaies. Il y a des services de conseil, il y a des services plus technologiques sur vraiment la technologie de la blockchain. Il y a vraiment tout un secteur qui est en train d'émerger. Il y a des boîtes en Belgique qui sont actives dans ce secteur. Après, il y a aussi certains endroits, comme en Suisse, on sait le canton de Zug, qui est appelé la Crypto-Valley, où il y a beaucoup de projets qui sont en train de se créer, parce que là-bas, la régulation elle est un petit peu plus souple par rapport aux projets crypto. Donc voilà, c'est en train d'émerger, c'est encore dérégulé, mais ça se met en place. Alors, pour rester dans le domaine, on parlait des banques qui bloquent. Ici, j'ai une question. Bonjour, comment faire la différence entre la spéculation et la gestion du patrimoine en qualité de bon père de famille au niveau fiscal? Quelle est la jurisprudence en la matière, à votre connaissance? Alors, au niveau fiscal, on est encore... c'est vraiment les mêmes règles que si c'était des plus-values que vous réalisiez avec des actions. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les plateformes, quasi toutes les plateformes, il n'y en a qu'une en Belgique, viennent de l'étranger. Et donc les banques, elles sont là avec la loi anti-blanchiment d'argent et elles bloquent les transferts qui viennent de l'étranger sans explication. Au niveau fiscal, il commence à y avoir des décisions où on entend un tel a pu avoir une décision anticipée où il paye 0 impôt sur une plus-value de 50 000 € parce qu'il est rentré dans la crypto en 2017 et qu'il n'a plus jamais touché à son portefeuille, par exemple. Donc c'est vraiment comment faire la différence entre la spéculation et la gestion du patrimoine en bon père de famille. C'est une spécificité de la loi belge et chaque cas est étudié individuellement. Les autorités sont de plus en plus concernées, elles sont de plus en plus attentives à ce qui se passe. Donc vous pouvez toujours aller voir un avocat fiscaliste ou faire une demande de ruling si vous pensez que vous êtes dans votre bon droit. Voilà, c'est les conseils que je peux donner. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut rappeler, c'est vraiment le bon père de famille, c'est considéré comme quelqu'un qui fait très peu d'opérations à intervalles assez espacés. Par contre, on va considérer que c'est spéculatif quand les opérations se répètent vraiment très régulièrement, et ça peut même devenir une sorte d'activité professionnelle, et là, ce sera encore plus taxé si on considère que c'est une personne qui fait vraiment du trading de crypto-monnaie au jour le jour, heure par heure ou minute par minute quasiment. Et là, à ce moment-là, c'est taxé comme des revenus professionnels. Là, c'est évidemment la taxation la plus élevée, 50%. Et sinon, si on est dans la spéculation, on est à 33% sur la plus-value. Et en bon père de famille, du coup, on est exonéré de toute taxation. Oui, et donc le SPF Finance a publié une liste de questions sur laquelle il se base pour juger dans quelle catégorie vous vous situez. Notez quand même que si vous participez à des débats, à des opérations type on va miner ensemble et que vous y gagnez un peu d'argent, le fisc peut se dire en fait c'est votre métier et voilà. Ok, parfait.
Alors, petit message à la régie, puisqu'on nous en envoie aussi. On a un retour de l'écran ici en décalage. Alors, on s'entend en décalage, c'est assez désagréable. On vous explique tout, hein, parce que c'est la première fois qu'on inaugure le studio, là, pour tout vous dire. Hein, Salim, on est très content. C'est ça. On est quand même Beau très, studio. très content. Il y a des petits couacs de démarrage, c'est normal. Moi, je voulais revenir sur d'abord une chose. Ouais, il y a un explainer qu'on a fait sur les cryptos. Ça veut dire on met la base de la base, les 10 questions sur les crypto-monnaies. On vous met ça dans le chat. C'est sur le site leco.be/crypto. Vous aurez tout ce qu'il faut pour avoir les premières infos sur la crypto. Et justement, j'avais une question sur d'un néophyte. Voilà, c'est Zafira hein, qui dit voilà, pour un néophyte comme moi, quels sont les outils utiles pour une entrée dans le monde des cryptos? Alors, c'est vrai que les outils utiles, c'est simple, voilà, ouais, je l'ai devant moi, c'est ça, c'est un smartphone. Tu télécharges une application qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaies sur laquelle tu vas pouvoir t'inscrire, t'identifier. Généralement, maintenant, on demande ta carte d'identité pour prouver que tu es effectivement la bonne personne, hein, pour t'identifier. Et majeur, évidemment, pour pouvoir commencer à faire tes investissements. La deuxième étape, ce sera de placer de l'argent des euros donc sur le portefeuille en ligne que tu vas pouvoir créer via cette application. Et ensuite, une fois que tu auras ton portefeuille en euros, de là, tu vas pouvoir commencer à acheter l'une ou l'autre crypto-monnaie qui est proposée par ces plateformes en question. Il y a quelques plateformes très très grosses maintenant qui sont apparues sur le marché. On ne va pas faire de la pub ici, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont maintenant quand même très très établis, qui ont même des licences bancaires dans certains pays et qui commencent à opérer de façon assez professionnelle et de plus en plus sécurisée, parce que au début de la crypto, ce qu'on a vu apparaître, c'est aussi des plateformes qui étaient un petit peu foireuses, avec des piratages, des hackings, ou bien la plateforme qui explosait parce qu'il y avait trop de demandes à certains moments. Ça arrive de moins en moins, en tout cas sur les grosses plateformes les plus établies. Oui, c'est ça. Maintenant, les plateformes ont vraiment pignon sur rue. Il y en a qui sont cotées en bourse, qui proposent des instruments financiers, pas encore à Bruxelles, mais à Paris, c'est en cours. À la bourse de Francfort, c'est en cours. Donc, ils deviennent petit à petit des intermédiaires fiables, comme il y en a des 1000 et des 100 pour les actions, les fonds et tout ça. Alors là, c'est une question qui revient souvent, Salim. La planète est en péril grave, en majuscule. C'est Enrido qui nous dit ça. Il faut donc investir dans de l'utile pour sa sauvegarde. Or, quelle est l'utilité économique et sociétale des crypto-actifs? Je n'ai toujours pas entendu une explication convaincante à ce sujet. Alors, notre but n'est pas forcément de vous convaincre, mais je reviens sur ce que j'avais dit plus tôt. Il y a à boire et à manger. Et quand même, quand on constate que il y a des gens sérieux, intéressants, beaucoup des jeunes issus de la technologie qui mettent toute leur énergie, toute leur âme à monter des projets, intéressez-vous à ce qui les motive eux et vous trouverez peut-être des choses intéressantes. Voilà. Si cette question, en fait, elle est posée parce que ce qu'on voit le plus, ce qu'on entend le plus, c'est les gens qui disent c'est quand que je vais mettre mes 1000 pour que après-demain ça fasse 2000. Et là, là, on est d'accord, on va dans le mur, quoi. On est dans la spéculation, mais voilà, il faut le dire, c'est aujourd'hui la plus grosse partie du marché des crypto-monnaies. Les gens sont motivés essentiellement par ça, par le côté spéculatif, le côté risqué, l'appât du gain. Tout le monde ne s'intéresse pas forcément au projet et on ne va pas juger effectivement de toute façon ici le comportement des investisseurs. On n'est pas là pour leur faire la morale, chacun fait évidemment ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'il faut un peu regarder parfois certains projets. On va peut-être prendre juste un exemple sur Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus importante en circulation. C'est une crypto-monnaie qui va être utilisée vraiment dans le domaine business. Il y a beaucoup d'applications qui sont en train d'émerger, notamment dans tout ce qui concerne les contrats automatisés. C'est des contrats qui vont se résoudre automatiquement. Alors, je vais prendre juste un exemple, c'est dans le secteur de l'assurance. Il y a eu des exemples. C'est par exemple l'assurance annulation pour un vol d'avion. Si tu sais que quand ton vol est annulé, tu vas pouvoir toucher une indemnisation de la part de la compagnie. Généralement, tu dois appeler la compagnie, tu dois remplir des formulaires, on ne te répond pas, ça met des plombes. Ici, et grâce à cette technologie de la blockchain, et spécifiquement avec Ethereum, cette problématique est résolue automatiquement, c'est-à-dire que dès que le vol
est en retard de plus de 3 heures. Ça s'est constaté via la plateforme de la compagnie d'aviation. Donc, on le sait de manière automatique. Eh bien, dès ce moment-là, le remboursement arrive directement sur ton compte en banque. Et c'est grâce à justement ces contrats automatisés qui sont finalement basés sur la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies. Voilà, c'est un petit exemple pour montrer qu'il y a vraiment des cas d'usage qui peuvent se développer. J'en avais un autre sur le poulet. Tu te souviens de celui-là ? Vas-y, dis-le. Alors c'est Carrefour qui avait créé la première blockchain du poulet. Ça fait toujours marrer. Mais c'est quoi la blockchain du poulet ? Eh bien, c'est pour suivre les problématiques sanitaires finalement du poulet. On sait que le poulet il est dans un élevage, ensuite il va passer à l'abattoir, je ne sais pas si on appelle ça abattoir pour les poulets, ensuite il va être découpé, ensuite il va être emballé, il va passer par toute une série d'entreprises différentes, parfois placées dans des endroits différents dans le monde, et grâce à la blockchain, eh bien, on va pouvoir suivre pas à pas ce poulet jusqu'à ce qu'il arrive dans le magasin, et donc ça permet d'améliorer et d'automatiser finalement la gestion sanitaire de certains produits alimentaires. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que les plus chevronnés de l'écosystème crypto, la chute actuelle, eux, ils la voient vraiment comme un moment où on va un petit peu foutre la paix, pour dire les choses crûment, à la communauté crypto, et elle pourra rentrer dans une phase où elle va un peu plus tester des choses, et plus innover. Parce que donc le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui rentrent dans une blockchain parce que les prix montent, fait que eux, en fait, leur gros stress, c'est de se dire est-ce que ma blockchain va tenir ? Est-ce que mon infrastructure va tenir ? Jusqu'à présent, ça tient. On a peu eu d'exemples où le système s'effondrait. Mais c'est un système jeune, c'est un système qui doit encore évoluer au niveau de la vérification, au niveau de la consommation d'énergie, au niveau de plein d'aspects qui sont très demandés par le public pour rendre ces cryptoactifs plus lisibles. Sur justement la consommation d'énergie, puisque Enrido parlait de planète en péril grave, c'est vrai que c'est aussi une question qui revient souvent, la consommation énergétique du Bitcoin, puisque c'est spécifiquement le protocole Bitcoin qui est très consommateur d'énergie. Alors il faut se rendre compte effectivement que cette blockchain du Bitcoin, elle est sécurisée via un processus qui s'appelle le minage. On va peut-être expliquer ce que c'est le minage. Alors, le minage, c'est quoi ? Eh bien, c'est la sécurisation du réseau grâce à des machines, des ordinateurs, des serveurs qui vont tourner à plein régime pour résoudre des équations et pour sécuriser effectivement cette blockchain. Alors, c'est très important pour que justement tout soit parfaitement sécurisé, que les transactions qu'on fait quand on envoie un Bitcoin ou qu'on le reçoit, qu'il n'y ait pas de risque de piratage. Mais donc, ce minage, il consomme énormément d'énergie aujourd'hui, et c'est un véritable problème. Il y a des études qui font souvent état du fait que la consommation de Bitcoin sur un an, c'est quasiment la consommation d'électricité dans un pays comme par exemple la Norvège. Donc c'est absolument gigantesque. On a vu apparaître ce qu'on appelle des fermes de minage dans certains pays dans le monde, avec comme des entrepôts Amazon, si tu veux, où vont être alignés des serveurs, des ordinateurs. C'est absolument gigantesque, et ça pompe en permanence juste pour résoudre des petites équations pour le Bitcoin. Donc c'est vrai que c'est une problématique aujourd'hui dans le secteur. Alors, il y a d'autres crypto-monnaies par contre qui consomment beaucoup moins d'énergie que Bitcoin. Donc il y a vraiment des possibilités technologiques d'améliorer ce système, ce protocole. Et je crois que là, justement, la communauté Bitcoin doit vraiment faire quelques efforts pour améliorer ça. Et justement, dans les projets de réglementation, sur la manière dont on vérifie les transactions, il y en a une qui est très énergivore, celle du Bitcoin notamment, d'autres qui le sont moins, et donc une des idées était de interdire celles qui consomment plus, par exemple, et il y a des pays qui l'ont fait. Je vous rappelle qu'une des grosses chutes de l'année 2021 était due au fait que la Chine, du jour au lendemain, a dit « je ne veux plus de crypto-monnaie sur mon territoire ». Alors voilà, une question pour toi, je pense, Salim. Ah ouais Ouais. On te pose des questions en direct, mais bon, je suis tagué aussi. Mais c'est Benjamin qui nous demande: aujourd'hui, si je regarde une entreprise, je peux estimer sa valeur via les cash flows futurs actualisés. Avec Bitcoin, impossible. Quelle est sa valeur intrinsèque ? Eh bien, je suis d'accord avec Benjamin et je ne sais pas répondre à la question de Benjamin.
je ne sais pas, donner la valeur intrinsèque du Bitcoin. On dit qu'à partir du moment où il y a un vendeur qui le vend aujourd'hui à 28 000 et qu'il y a un acheteur qui l'achète à 28 000, eh bien, l'opération se fait. Et il y a quelques mois, le vendeur, il mettait le prix à 68 000 et l'acheteur, il l'a acheté. Donc, c'est le principe même du marché. Maintenant, la question est très pertinente et c'est pour ça qu'on vous invite aussi à la prudence. Et les comparaisons avec d'autres actifs ou même avec les devises comme le dollar, l'euro, eh bien, n'y entrez que si vous comprenez. Voilà, c'est vrai que c'est difficile de comparer par rapport à des actifs traditionnels, puisqu'on est vraiment dans un nouveau secteur. Donc on ne peut pas le comparer aux actions qui effectivement sont liées à des entreprises, à des sociétés où on peut regarder les comptes, on peut regarder quelles sont les performances commerciales de ces sociétés. Sur le Bitcoin, sur les cryptos, on n'est pas sur le même type de produit. Et est-ce qu'on est dans des monnaies? Alors, c'est pas vraiment des monnaies non plus, parce qu'on n'est pas dans une monnaie d'échange qui est vraiment acceptée pour pouvoir acheter les biens et des services rapidement, sauf l'aspirateur dont tu parlais tout à l'heure. Il faudra écouter Tracker pour savoir comment on achète un aspirateur en Bitcoin. Mais donc, voilà, c'est vrai que c'est un marché différent. Et donc, il faut peut-être l'aborder différemment, comme tu disais, en s'intéressant peut-être aux différents projets. Alors, j'ai une question... Non, c'est à moi de dire j'ai une question. J'ai une question pour toi, Gilles. Allez, je réponds à ta question. Quel est l'avenir de la finance décentralisée en Europe, nous demande Slot, en sachant que Mika veut bannir les non-custodial wallets? Voilà, c'est pointu comme question. Question pointue, quoi. Bon, sur la finance décentralisée, finalement, la finance décentralisée, DeFi, là, c'est un peu le nouveau mot pour désigner ce qui existe déjà, c'est-à-dire les crypto-monnaies, puisque le Bitcoin, c'est une monnaie qui fonctionne de manière décentralisée. Mais donc, c'est un petit peu la phase suivante de l'évolution des cryptos, c'est est-ce qu'on va créer aussi véritablement un système financier parallèle au système bancaire traditionnel qui fonctionnerait sur base de la décentralisation, donc qui serait géré par cette fameuse communauté d'utilisateurs. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, on le disait, qui travaillent sur le sujet. Alors, MiCA, puisqu'on parle de MiCA, c'est quoi MiCA? Directive européenne en préparation. Exactement, donc c'est un projet de régulation européen, on parlait de la régulation tout à l'heure, qui va vraiment s'intéresser aux crypto-actifs et essayer de mettre un petit peu de l'ordre dans le secteur pour essentiellement d'abord protéger le consommateur, puisque c'est vrai qu'il y a un petit peu, on le disait, à boire et à manger, il y a des arnaques qui se développent, etc. Faut essayer de faire en sorte qu'on puisse traiter dans ce marché, acheter des cryptoactifs sans qu'on ait peur de se faire avoir. Et donc il va y avoir toute une série de règles qui vont se mettre en place, et notamment des agréments pour les plateformes en ligne, c'est-à-dire qu'elles vont devoir s'authentifier, se déclarer, donner toute une série d'informations aux régulateurs, aux autorités de contrôle du secteur financier. J'imagine aussi d'avoir des garanties de fonds. Voilà, exactement. Elles vont devoir s'engager aussi à rembourser les investisseurs si jamais il y a un souci. Il y aura peut-être aussi la garantie, comme la garantie bancaire qu'on connaît en cas de faillite d'une banque, qu'on peut activer. On est sûr de pouvoir récupérer jusqu'à 100 000 euros de ses placements. Est-ce que ce sera la même chose pour les plateformes crypto? Voilà, ce serait éventuellement une possibilité. En tout cas, il y aura plus de possibilités aussi pour le consommateur de s'adresser aux autorités de régulation traditionnelles, parce qu'aujourd'hui, quand les consommateurs de crypto-monnaies, quand les investisseurs ont des soucis parce que ils n'arrivent pas à récupérer leur argent ou bien qu'ils estiment s'être fait arnaquer, qu'est-ce qu'on constate? Moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'ils vont vers la FSMA, vers la Banque nationale, vers le SPF économie, qui sont un petit peu les trois garants aujourd'hui des consommateurs, que ce soit sur le secteur financier ou bien de manière générale pour la protection vraiment du consommateur. Moi, généralement, ces trois organismes ont tendance à un petit peu se rejeter la balle, donc à dire moi ce SPF économie c'est pas pour moi parce que c'est financier, donc il faut aller voir à la FSMA. À la FSMA ils disent non c'est pas moi, il faut aller voir à la Banque nationale, etc. Et donc on voit que finalement personne ne gère la problématique consommateur, investisseurs en crypto-monnaie, parce qu'il n'y a pas encore le cadre légal finalement qui a été mis en place. Donc au fur et à mesure avec MiCA,
on va voir sans doute le consommateur de produits qui sera mieux protégé. Est-ce que ça va aussi permettre à la finance décentralisée d'émerger? Peut-être. En tout cas, moi, en contact avec toute une série d'entrepreneurs de la crypto, on va dire, qui ont créé leur boîte, leur start-up, qui se lancent vraiment dans la crypto-monnaie de manière sérieuse, eux, ils attendent cette régulation. Ils veulent être régulés quelque part. Ça peut sembler bizarre, mais ils veulent pouvoir montrer qu'ils sont sérieux, qu'ils peuvent montrer patte blanche, qu'ils sont capables de dire oui, moi j'ai un agrément de la part des autorités de contrôle, je suis quelqu'un de fiable, vous pouvez investir via ma plateforme. Donc ça va permettre sans doute de clarifier un petit peu le secteur. Alors il y en a certains qui sont dans le créneau plus vraiment de la spéculation à tout crin et qui sont pas forcément ravis, parce que peut-être que quand il y aura un contrôle plus fort du régulateur, la spéculation sera peut-être un petit peu moins forte. C'est l'occasion aussi peut-être de faire le pont entre ce qu'on vient de dire sur la directive européenne en préparation et sur les crypto-monnaies des banques centrales. Donc dans le milieu, on dit c'est les CBDC. Mais donc c'est beaucoup d'acronymes dans la crypto, il y a énormément de mots-clés extrêmement compliqués, mais clairement. On est là pour expliquer. Mais donc les monnaies crypto des banques centrales, il faut savoir que la Chine est déjà en phase de test avec son yuan numérique, que l'euro numérique et le dollar numérique sont à l'étude, en travail, on ne sait pas trop, en fait, c'est difficile d'avoir des infos. Mais en gros, ça va être, c'est pas comme l'argent qu'il y a dans votre compte en banque et que vous pouvez consulter sur votre smartphone parce que vous avez votre application bancaire. Là, on parle vraiment d'un argent programmable, c'est-à-dire que avec cet argent, vous pourrez acheter des objets qui sont programmés. Il y a un code et que par exemple si l'État dit que maintenant on ne veut plus vendre d'alcool en Belgique, eh bien il déprogramme l'alcool et donc votre euro numérique ne peut plus acheter avec votre euro numérique, vous ne pouvez plus acheter d'alcool. Ça pose plein de questions. On a eu des questions sur le contrôle de l'État, le contrôle de la société. Et c'est sans doute pas un hasard si la Chine est en train de développer son crypto-yuan, parce que la Chine qui est quand même c'est ça. Un pays où on connaît les capacités de surveillance de ses citoyens. Avec ce crypto-yuan, ils vont encore plus pouvoir contrôler l'ensemble des transactions finalement de chacun et peut-être agir sur l'un ou l'autre compte en banque quelque part, désactiver peut-être certains types de transactions pour des opposants. On ne sait pas. Clairement, c'est Dracula quoi. Pour un dictateur, c'est bien. C'est clair. Et donc, c'est un peu aussi totalement antinomique avec la philosophie Bitcoin de départ qui visait, encore une fois, à créer cette monnaie très ouverte, gérée par une communauté d'utilisateurs, sans pouvoir central qui serait là pour le contrôler. Donc, ce serait une réappropriation, quelque part, par les pouvoirs centraux de la technologie des crypto-monnaies. Mais c'est peut-être à ça qu'on va assister dans les prochaines années. Mm-hmm. Alors, j'ai pas une question, mais une petite, un petit commentaire qui fait plaisir par Paul. On remercie Paul. Comment vous faites, les gars, pour être aussi bons? Ça fait plaisir, non? Avec vous, je comprends tout. Bravo. Mais c'est pour toi, ça, c'est cadeau. Non, c'est pour toi. Encore une fois, renseignez-vous. Il y a des gens, quand même, parfois, ils ont l'air un peu illuminés. Mais tu parles de moi là? Non, pas de toi. Je parle vraiment des développeurs qui mangent des pizzas et sont toujours derrière leur ordinateur et qui sont vraiment au cœur de cette avancée technologique parce qu'on est dans une avancée technologique. Il y en a un, une fois, il m'a dit, mais imagine, peut-être dans 3000 ans, on dira, comme on a dit, les Sumériens ont ramené ça à la civilisation. Nous, on a ramené la monnaie numérique. Donc, si on ne le voit qu'à travers le prisme boursier et spéculateur, bien sûr, les exemples qu'on entend le plus et qu'on voit le plus sont légitimes, la réaction de Henri Do. Mais voyez-le aussi par le prisme de... ça parle aux jeunes, quoi. Ça parle aux gens qui sont dans la technologie depuis qu'ils sont tout petits. Et voilà. On va parler du Salvador. Ça, c'est important. Ouais. Ah ouais. Alors, 2 pays actuellement ont reconnu Bitcoin comme monnaie officielle, effectivement, donc c'est le Salvador et la Centrafrique. C'est ça. Et aujourd'hui, 44 pays se réunissent au Salvador, justement, pour aborder le sujet. Est-ce que, selon toi, d'autres pays vont suivre le pas?
Bah donc il faut faire un petit peu gaffe avec ces chiffres de 44 pays, d'une part, parce que déjà, si on met l'Inde dans ces pays, on parle de 1/3 de la population mondiale. Si on ne met pas l'Inde, on est à 1/6. Il faut savoir qu'en Amérique du Sud, il y a 2-3 pays qui ont suivi le Salvador, timidement. Qu'en Afrique, il y a beaucoup plus de pays proportionnellement à l'Amérique du Sud. Là, aujourd'hui, on a même entendu que la Russie, qui a des petits problèmes en ce moment, pensait aussi donner un cours légal au Bitcoin. Voilà, il faut voir un peu qui sont ces gens. Et, ces 44 pays, est-ce que c'est le président du pays qui va à El Salvador ou si c'est le crypto spécialiste du pays qui y va? Parce que le président du Salvador est très fort en marketing. C'est ça. Et il est très fort en marketing. Il arrive aussi parfois à rassurer ses citoyens en disant, ben voilà, il est tombé tellement bas le Bitcoin que je rachète. Mais maintenant, il occupe le terrain aussi en invitant des gens. Mais ce qu'on peut quand même pointer, c'est que les pays dits émergents peuvent utiliser la crypto-monnaie pour revenir à une sorte de non-alignement aux grandes devises comme on a eu dans les années 50 avec le dollar. Voilà, parce qu'il faut savoir que le Salvador n'avait plus vraiment de monnaie locale, sa propre monnaie, mais plutôt était dépendante totalement du dollar. Donc l'idée du président là, de rendre le Bitcoin monnaie officielle, c'est aussi de limiter cette dépendance au dollar quelque part. C'est ça, et dans les pays africains, c'est le CFA qui est encore adossé au franc français. Donc là, ça expliquerait la décision de la Centrafrique alors. Ça expliquerait en partie la décision de la Centrafrique, mais maintenant, voilà, c'est explosif. Quand on parle de PIB en crypto-monnaie, moins 40% en 2 semaines, ça ne va pas le faire, quoi. Voilà, ce qu'on n'entend pas, par contre, c'est effectivement les Salvadoriens qui utilisent du coup le Bitcoin dans leurs activités commerciales notamment, et les commerçants aussi salvadoriens qui du coup se retrouvent avec une monnaie qui vaut la moitié de ce qu'elle valait il y a quelques mois. On sait que le président salvadorien a distribué un peu des chèques de Bitcoin il y a, je pense, 1 an, quelque chose comme ça. Ces chèques, ils valent un petit peu moins maintenant, donc c'est quand même un petit peu délicat d'avoir cette monnaie qui est extrêmement volatile à disposition. Ça ne va pas toujours forcément les satisfaire. Oui, clairement. Après, sans aller jusqu'à El Salvador, regardez ce qui se passe en Belgique, hein, au niveau comptable. Maintenant, les entreprises peuvent avoir une comptabilité crypto, si je dis pas de bêtises. Je dis des bêtises. T'as pas écrit un article sur ça? Non, c'était pas moi ça. C'était pas toi. Quelqu'un d'autre. Non, la comptabilité crypto, je sais pas, mais on peut intégrer en tout cas certaines rentrées en crypto dans sa comptabilité, mais peut-être pas faire toute ta comptabilité en crypto. C'est ça, mais en tout cas, il y a des commerces qui acceptent du Bitcoin, ouais. de l'Ether. Donc, regardez aussi autour de vous, renseignez-vous ici, plutôt en Belgique. Ça reste encore assez limité, donc je pense pas qu'on soit vraiment... qu'il va y avoir un switch en Belgique et qu'on va rendre le Bitcoin légal, monnaie légale assez rapidement. On n'est pas dans le même type d'économie évidemment qu'en Amérique du Sud ou dans d'autres pays africains où il y a peut-être une volatilité énorme de la monnaie nationale qui fait que finalement la volatilité du Bitcoin est un petit peu moins élevée que celle de leur monnaie classique. Et donc là, à ce moment-là, il y a peut-être un intérêt du coup à utiliser le Bitcoin. Alors quand on parle de la Russie, pourquoi est-ce que, je crois que c'est le ministre de l'Industrie qui a dit peut-être qu'on va autoriser le Bitcoin comme monnaie légale en Russie. C'est évidemment à cause des sanctions économiques contre la Russie qui ont eu un impact assez important sur les échanges en roubles sur le marché russe. Il n'y a plus vraiment de possibilité non plus de faire des échanges avec les pays internationaux. Donc du coup là, ça pourrait leur permettre éventuellement de faire des paiements ou d'accepter des paiements en crypto-monnaie sans passer par le secteur traditionnel. Alors est-ce que ça va régler tous leurs problèmes? C'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours des explications de ce type-là
pour considérer que le Bitcoin pourrait être une monnaie légale dans le futur. Et donc on voit vraiment que l'agenda crypto, il est de plus en plus rempli, il s'impose de plus en plus à des hauts niveaux, donc si les banques centrales s'y intéressent, c'est pas n'importe qui les banques centrales, il y a même des journalistes qui écrivent des bouquins, comme Gilles qui sort aujourd'hui son livre Les crypto-monnaies, dis c'est quoi? C'est un dialogue avec sa fille, c'est super intéressant, même pour ceux qui connaissent déjà pas mal de choses, et ça a été préfacé par Philippe Ledan. Voilà, le pitch, c'est le Bitcoin expliqué aux ados. On avait dit que tu me donnais un Bitcoin. Des Luna, non? On avait parlé de Luna au début. Non, Bitcoin. Bon, on verra ça après. Est-ce qu'on prend une dernière question ou une avant-dernière question? Il y en a plein. Qu'est-ce qui nous reste? Ah oui, non, j'avais une question sur le hardware wallet ou soft wallet. Alors ça, de nouveau, on est dans les acronymes. Donc, est-ce qu'il vaut mieux, donc c'est Adrien qui demande ça, est-ce qu'il vaut mieux utiliser un hardware wallet ou un soft wallet? Si oui, pourquoi? Merci, messieurs. Alors, c'est quoi ces fameux wallets? Eh bien, ils vont permettre de sécuriser son portefeuille en crypto-monnaie. Alors, c'est très important parce que il faut savoir que quand on est sur une plateforme d'échange de crypto-monnaie, qu'on achète du Bitcoin, qu'on a de l'Ethereum et d'autres types de crypto, en fait, les fonds, ils sont sur la plateforme. Et donc, les clés, ce qu'on appelle les clés privées, c'est-à-dire c'est ce qui sécurise finalement vos bitcoins, donc ces codes d'accès au bitcoin, c'est plus l'utilisateur qui l'a, c'est la plateforme qui les détient. Et donc, ce qu'on a vu malheureusement dans les années précédentes, c'est parfois des piratages. Donc, c'est parfois difficile de récupérer du coup ces bitcoins ou ces cryptos parce qu'on n'a plus ces fameuses clés privées, donc ces fameux codes d'accès. Donc, pour sécuriser ces cryptos, on peut passer par ce type de système, donc des wallets, des soft wallets ou des hardware wallets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des systèmes qui permettent de sécuriser les cryptos en ligne. Donc c'est un portefeuille en ligne, c'est des clés d'accès en ligne, si tu veux. Et il y a aussi des hardware wallet. Là, on va être dans vraiment soit une sorte de clé USB, soit vraiment une sorte de gros boîtier comme ça qui va permettre de sécuriser tes crypto-monnaies avec un boîtier physique qui va se retrouver en dehors d'Internet, finalement, en dehors de tout type de connexion, ce qui va permettre d'avoir une sécurité encore plus élevée pour les crypto-monnaies. Donc voilà, ça dépend un petit peu du type d'investissement que tu fais ou du type de comportement que tu as sur le marché des crypto-monnaies, si tu investis beaucoup ou pas beaucoup. En tout cas, si tu commences à avoir des fonds relativement importants, c'est vrai que moi, je conseillerais alors à ce moment-là d'aller vers des systèmes évidemment plus sécurisés. Il y a même des boîtes en Belgique qui sont en train de développer ce type de système ultra sécurisé pour vraiment les gros investisseurs en crypto. Donc aujourd'hui, en tout cas, les systèmes les plus sécurisés, c'est tout ce qui se retrouve en physique et en dehors du réseau. Ok. Je crois qu'on va prendre une de nos dernières questions ici. Un certain Clem qui nous dit « Sérieux, à quoi ça sert les NFT? C'est pas un peu l'arnaque du siècle ce truc ?» Alors, si pour Clem, les NFT, c'est des figurines de singes ou des cartes... voilà, ou des cartes avec des joueurs de foot et qu'en 2 jours, il avait mis 1000 balles et il retourne avec 2000 balles, on est d'accord, c'est l'arnaque du siècle ce truc. Mais les NFT, c'est d'abord une technologie et elle est utilisée notamment pour le contrôle de certains contrats. Peut-être tu peux nous expliquer, Gilles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des NFT dans le domaine de l'art numérique. Et c'est vrai qu'il y a effectivement un buzz, un marketing autour de certains types de produits comme ces fameux singes, etc. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont en train de se créer avec des vrais artistes numériques qui créent des œuvres numériques. Il faut aller voir ce que fait quelqu'un comme Beeple qui a vendu une des œuvres numériques les plus chères il n'y a pas très longtemps via la salle de vente Christie's. Et il l'a vendu en NFT. Donc un NFT, c'est quoi? C'est un certificat de propriété qui atteste que tu es bien propriétaire de cette œuvre. Et ça permet quoi? Ça permet aussi de protéger un peu les artistes numériques, de mieux les rémunérer quelque part, parce ils vont pouvoir créer par exemple des séries limitées de leurs œuvres, s'ils ont créé, que ce soit une œuvre animée ou une œuvre digitale, ils vont pouvoir créer des séries limitées, par exemple 10 œuvres qu'ils auraient créées, qu'ils vont pouvoir vendre via ce système de NFT qui est nouveau extrêmement sécurisé, parce que, pourquoi est-ce qu'on en parle ici? C'est parce que c'est basé sur la technologie de la blockchain et en fait la technologie des crypto-monnaies.
Et alors, un rapide cours d'informatique. Donc, on part quand même des ordinateurs là, qui ont été créés, je sais pas, dans les années 60, 70, 80. Et puis après, le petit PC qu'on avait à la maison. Le petit PC qu'on avait à la maison, on pouvait juste voir des choses à un moment donné. Et puis après, on a évolué vers, en fait, on peut communiquer avec des gens qui se trouvent à l'autre bout du monde. Et là, on est avec le Web 3, on peut échanger de la valeur avec les gens. Et donc, c'est ça la grande nouveauté, on va dire, ou la grande évolution qui est matérialisée notamment avec le Bitcoin, les crypto-monnaies et le NFT, c'est que entre appareils, on peut déplacer de la valeur, des lingots d'or par là, un lingot d'or par ici, un truc du genre. Un truc du genre. Voilà. Écoutez, en tout cas, on était ravis de participer à ce live. Voilà, c'était une première pour nous, donc on est désolé pour les petits problèmes de son qu'il y a pu y avoir. On s'améliorera la prochaine fois. On serait ravis de retenter l'expérience. On a eu beaucoup de questions, donc on n'a pas pu répondre à tout. Mais voilà, c'était. On va les lister de toute façon, les questions auxquelles on n'a pas répondu. On a d'autres canaux par lesquels on communique. Là, pour nos podcasts, on a le groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho. Vous pouvez nous joindre sur nos comptes LinkedIn, Twitter. T'es sur Twitter, toi, en fait? Bien sûr, je suis sur Twitter. Voilà, donc on reste accessible. On ne peut pas non plus répondre à toutes les questions, mais on tentera de refaire des lives du genre. C'est assez amusant, en effet. Voilà, on est évidemment dispo. Et on a failli oublier. On voulait lancer un concours. Ah oui, on voulait lancer un concours. Dire merci à Clément aussi. Dire merci à Clément. Dire merci à Nicolas et à Nicolas. Faire la promo du guide impôt où il y aura, j'imagine, un petit chapitre crypto pour les gens qui se posent des questions. Alors, le concours. Si vous voulez gagner ce magnifique livre écrit par Gilles Quastio, il suffit de nous dire quand est-ce qu'on en aura fini avec la création de Bitcoin. C'est-à-dire à quel moment, quelle est la date où l'ensemble des bitcoins auront été minés, auront été créés. Aujourd'hui, on en est à entre 80 et 90% des bitcoins mis en circulation. Mais voilà, c'est un processus de création qui a une date limite. Et on voudrait savoir cette date. Et la première personne qui nous envoie la date, on lui envoie un exemplaire de mon bouquin. Et elle envoie où la date? Parce que peut-être qu'ils vont tous l'envoyer, on va dire... je sais pas, peu importe les canaux, non, ils sont numérisés, nos auditeurs, nos téléspectateurs. Ok, trouvez cette date. Voilà, dans le chat. On vous l'enverra par la poste. Voilà. Un grand merci à tous et on se retrouve une prochaine fois. Merci Salim. Merci Gilles.